Alors, aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, un chapitre sur l'énergie cinétique, hein. Sera un peu basique. Après, ensuite, on va développer. Donc, après, je vous envoie le support de cours dans vos groupes. Vous avez compris? Et ensuite, il y a des trucs qui c'est en énergie cinétique. C'est spécialement réservé aux élèves de la S1. Donc, pour eux, je vais vous, pour eux, je vais vous envoyer vous envoyer un lien, après on fera ça. C'est bon. Allô? Oui, Est-ce que vous m'écoutez? Ok, donc on va commencer. Donc, euh, bon, le travail de l'énergie cinétique, travail et énergie cinétique. Pourquoi travail et énergie cinétique? Vous verrez que c'est lié. C'est deux choses qui sont liées, quoi. L'un ne peut pas aller sans l'autre à cause du théorème de l'énergie cinétique. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit? Énergie cinétique d'un solide en translation. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que on a deux types de mouvements. On a les mouvements de translation et les mouvements de rotation. Il y a aussi ce qu'on appelle les mouvements combinés aussi. C'est-à-dire, euh, s'il vous plaît, vos micros. Il y a aussi ce qu'on appelle les mouvements combinés, c'est-à-dire translation plus rotation. Donc, de ce fait, pour l'énergie cinétique, on aura une énergie cinétique de translation, une énergie cinétique de rotation et une énergie cinétique lorsque le mouvement est combiné. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'un mouvement de rotation et de translation. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Notion de l'énergie cinétique. Notion de cinétique. Au micro, s'il vous plaît. L'énergie cinétique d'un solide est l'énergie qu'il possède du fait de son mouvement. S'il vous plaît, du fait de son mouvement. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que Ok. On commence ça. la prochaine fois, je vais sortir. J'ai désactivé son micro. Donc, la prochaine fois, je vais sortir celui qui allume son micro, ne serait-ce que pour déranger. Vous allumez vos micros pour poser une question. Parce que vous n'avez pas l'habitude ou bien la décence d'aller dans un endroit calme chez vous où vous pouvez allumer votre micro sans pour autant qu'il y ait de bruit. Mais vu que vous avez des cours en ligne, si vous ouvrez vos micros, vous nous dérangez quand même. Donc, la prochaine fois, je sors directement la personne qui dérange. Parce il faut on travaille quand on joue pas. Et donc, de ce fait, donc, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que l'énergie cinétique d'un solide est l'énergie qu'il possède du fait de son mouvement. Et donc, ça signifie que si un solide est au repos, ça veut dire qu'il ne bouge pas, son énergie cinétique est nulle. Et donc, quand on parle de mouvement, on parle de déplacement. Et quand on parle de déplacement, on fait allusion à la vitesse. Donc, l'énergie cinétique est une grandeur physique qui dépendra forcément de la vitesse. C'est pourquoi ici, on dit que l'énergie cinétique, c'est notre E indice C. C'est un nombre toujours positif. C'est important qui s'exprime en joule dans le système international. Maintenant, comme je vous avais dit tantôt, il y a deux types de mouvements, les mouvements de translation, les mouvements de rotation et les mouvements combinés. Donc, on va parler du mouvement de translation, de l'énergie cinétique pour un mouvement de translation. Ensuite, on parlera de l'énergie cinétique pour un mouvement de rotation. Ensuite, on parlera du théorème de Koenig. Koenig, c'est-à-dire un théorème qui nous permet d'associer un solide qui roule sans glisser, c'est-à-dire qui fait les deux mouvements, la translation et rotation. Donc, de ce fait, énergie cinétique d'un solide en translation. Ça parle de quoi? L'énergie cinétique EC d'un solide en translation est donnée par la formule suivante. EC égale 1 demi de M P carré. Donc, l'énergie cinétique, c'est la moitié, 1 demi, de la masse multipliée par la vitesse au carré. Donc, dans cette expression-là, EC signifie énergie cinétique d'un solide elle s'exprime en joules. M, c'est la masse du solide, elle s'exprime en kilogrammes. V, c'est la vitesse de ce solide-là en mètres par seconde. Comme la volée de la vitesse
virgule, l'énergie cinétique dépend du référentiel qui est choisi. Donc, de ce fait, s'il y a quelqu'un qui a une question pour cette partie-là, il peut ouvrir son micro et poser une question, on va en discuter. Si c'est OK, vous me dites OK, et je vais avancer et passer à l'étape suivante. Adi, Oui, c'est quoi la différence entre énergie cinétique et travail? énergie cinétique est. Travail. Pourquoi tu me poses cette question? Ouais. Je veux savoir. Pourquoi? Le travail, on a un Oui, déplacement, oui, comme l'énergie cinétique. Il s'exprime aussi en joule. en joule. Très bien. Donc, pour toi, quelle doit être la différence? Le mouvement, Ah, Aziz, oui, Aziz, oui, l'énergie cinétique, moi, oui. c'est une énergie qui est convertie à partir des travaux du corps. Qui est Convertie, énergie converti à partir du travail du corps. Parce du que, travail d'une force. oui, En fait, cette question-là, comment tu peux poser 5 ans tout à l'heure. Je vais te répondre dans 2-3 minutes si je fais le théorème de l'énergie cinétique. Tu verras qu'en fait, le travail d'une force, c'est aussi une énergie, en fait. Est-ce qu'il y a une là? Allô? Ouais, d'accord. Ouais, après, tu verras. Parce que tu verras que, en fait, la variation de l'énergie cinétique n'est rien d'autre que la somme des travaux d'un solide, des forces extérieures appliquées à un solide. Après, tu verras. Mais c'est pratiquement la même chose. Ce sont deux grandeurs qui ont. C'est la même grandeur physique, en fait. Mais sauf que elle est exprimée de façon différente. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Exemple, le mil. Le mil. Mhm. Lan mooy différence entre dugub ak fonde. Kii wuñ ko. Dugub bi dañ ko transformé def ko araw après togg ko am fonde. Ah, Voilà comprendre nga mais xam nga ba léegi fonde dugub la mais maintenant waaw. mun nga am fonde mboq ainsi de suite mais je parle fonde bi nga xamante ne mboq la wala laax Mhm. n'est-ce pas donc c'est quelque chose qu'on a transformé donc da ngay jàpp ne l'énergie cinétique c'est juste un travail qu'on a transformé. Ah, d'accord. yaa ngi dégg. Mhm. Good. Maintenant ensuite c'est bon. Oui, Ok, je continue. Donc maintenant, oui, ça va. si un solide effectue un mouvement de translation, son énergie, c'est 1 demi de mv carré. V, c'est la masse, m, c'est la masse, v, c'est la vitesse du solide. Un mouvement de translation, là, c'est lié à cette énergie-là. C'est bon pour les gars? Oui, Good. oui, Ensuite, maintenant, si maintenant le solide est en mouvement de rotation, prenons l'exemple là, voici un solide. Quand on fait une rotation, on le fait tout le temps suivant un axe. Vous avez vu l'axe delta? oui, Et donc, vous voyez, sur tous ces points-là, font une rotation autour de cet axe-là. Et la rotation se fait dans ce sens-là. Pourquoi ici, on a dit soit un solide indéformable de masse M en mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta, de vitesse angulaire oméga. Chaque point du solide AI a une masse MI et est une vitesse linéaire. Donc, n'oubliez pas qu'il y a deux types de vitesses, une vitesse linéaire, une vitesse et une linéaire, vitesse angulaire. voilà, et une vitesse angulaire. La vitesse linéaire est souvent appelée V. Et on a Oui, ce qu'on appelle une vitesse linéaire, une vitesse angulaire, c'est-à-dire qui est liée à la variation d'angle et qui se fait souvent dans les oméga. mouvements de R et oméga. La relation qui lie ces deux vitesses-là, c'est V égale à le rayon R fois oméga. Pourquoi le rayon? Parce qu'à chaque fois qu'on fait un mouvement, circulaire ou bien un mouvement de rotation, on le fait par rapport à un axe. Donc, il y a un centre de rotation ou bien un centre de mouvement circulaire. Et le rayon, c'est le point. Exemple, si j'ai un cercle là, et ça étant le centre, ça c'est le rayon forcément. Donc, si je veux calculer la vitesse à ce point-là, la vitesse linéaire à ce point-là,
ce n'est rien d'autre que la vitesse linéaire en ce point-là, ce n'est rien d'autre que le rayon, c'est-à-dire la distance entre le centre de rotation, R, et la vitesse angulaire en ce point-là. Maintenant, si moi je veux chercher la vitesse en ce point-là, la vitesse linéaire en ce point-là, si c'est un mouvement circulaire, tous les particules auront la même vitesse angulaire, mais ils n'auront pas la même vitesse linéaire. Pourquoi? Parce que si je veux avoir la vitesse linéaire en ce point noir-là, je dois chercher la distance entre ce point et le centre. Cette distance-là, j'appelle ça, exemple, L. Et donc, la vitesse angulaire de ce point-là, la vitesse linéaire de ce point-là, V, ce n'est rien d'autre que L par la vitesse oméga. Donc, un mouvement est en rotation si tous les points de ce système-là ont la même vitesse linéaire. Un mouvement est en translation si tous les points ont la même vitesse angulaire, du moins, si tous les points ont la même vitesse angulaire, on dit qu'il est en rotation. Donc, ils sont liés par cette formule-là, ne l'oubliez pas. Donc, de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Si un solide indéformable de masse grand M en mouvement de rotation autour d'un axe delta de vitesse angulaire oméga, chaque point AI de masse MI est une vitesse linéaire VI. Donc, forcément, chaque point de ce système-là va posséder une énergie cinétique 1 demi de MVI. On est tous d'accord? Oui. Ensuite, on sait que VI, la vitesse linéaire d'un point quelconque I, n'est rien d'autre que le rayon de ce point-là, I, fois le W. C'est-à-dire que moi, si jamais j'ai un point qui est ici, et je veux chercher sa vitesse linéaire, je dois chercher la distance entre le point là et le point O. Donc, ce point-là, ce n'est rien d'autre que R. Cette distance-là, ce n'est rien d'autre que R. Ce point-là, si je le nomme A2, ça c'est R2. Et donc, V2 n'est rien d'autre que R2 fois oméga. Parce que, comme le corps est en mouvement de rotation, tous les points de ce corps-là auront la même vitesse angulaire. C'est pourquoi, regardez, le I peut varier, mais le oméga ne variera jamais. Ça signifie quoi? Qu'on peut avoir, je regarde, ok, qu'on peut avoir V1 égale R1 oméga, V2 égale R2 oméga, V3 égale R3 oméga, ça ne change rien, et V4 égale R4 oméga. Ça ne va rien changer. Et donc, de ce fait, puisque V EC égale à 1 demi de MVI carré, si on remplace l'expression de VI par ça, regardez, ça est là. C'est-à-dire que c'est ça qu'on devait avoir. On doit avoir 1 demi de MIVI carré. Ça va me donner 1 demi de MI. À la place d'écrire VI, j'écris RI, VI, tout au carré. Ce qui me donne 1 demi de MI, RI carré, oméga carré. Et c'est ça que j'ai ici. Donc, maintenant, pour avoir l'énergie cinétique totale du système, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait sommer toutes les énergies cinétiques de chaque point à part. Ça va me donner la somme des 1 demi de M RI au carré. Puisque oméga carré est une constante et que MI aussi est une constante, je peux la sortir de la somme. Pour la sortie de la somme, c'est-à-dire quoi? Que je vais avoir ça. Exemple, je vais vous donner. C'est ça que j'ai. Si jamais j'avais ça, j'ai EC égale 1 demi de MI carré. Donc, si je veux ça, c'est ECI. Donc, le point A1 aura comme énergie 1 demi de M1 V. La masse ne change pas. Je pense que la masse ne change pas. OK. 1 demi de MI. 1 demi de MI. M1 V1 carré. A2, c'est 1 demi de M2 V2 carré. A3, c'est 1 demi de M3 V3 carré. Et ainsi de suite jusqu'à AN qui me donne 1 demi de MN V3 carré. Et donc, si je veux avoir l'énergie cinétique totale de tout le système, ce n'est rien d'autre que 1 demi de M1 V1 carré
plus 1 demi de M de V2 carré, n'est-ce pas, plus 3 points de suspension, plus 1 demi de M Vn carré. Et donc, or, n'oubliez pas, or, VI, ce n'est rien d'autre que RI oméga carré. Donc, si je le remplace ici, je vais avoir l'énergie cinétique totale, c'est 1 demi de M1 R1 carré oméga carré plus 1 demi de M2 R2 carré oméga carré plus 3 points de suspension plus 1 demi de M, ici c'est MN Rn carré oméga carré. Et donc, regardez ce que j'ai ici. J'ai oméga, regardez. J'ai ici oméga 1 demi. J'ai oméga ici, j'ai le même oméga. Si je factorise par ça. Maintenant, Aziz, oui, fi nga def AM, c'est pas un demi de AM, MN, ouais, je me suis trompé avec. ouais, un C'est demi de VN. M, ouais, VN. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, ça, ce n'est rien d'autre que quoi? Si je factorise les 1 demi de oméga carré, et j'ai M1 R1 carré plus M2 R2 carré plus 3 points de suspension plus Mn Rn carré. Maintenant, comment on appelle ça? Tout ça est appelé J delta. C'est la somme des MI RI carré qu'on appelle le moment d'inertie. On va le calculer ou bien on va la donner tout le temps dans les exercices. Et ça, ce qui me permet de dire que l'énergie cinétique n'est rien d'autre que 1 demi de J delta oméga carré pour un mouvement de rotation. Et donc, quand on regarde ici, c'est ça qu'on a ici. C'est ça qu'on a ici. Regardez, somme des MI, RI carré, c'est J delta et c'est égal 1 demi de J delta carré. Et là, vous regardez, J delta s'appelle le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation delta. Il dépend de la répartition de la masse autour de l'axe de rotation. Et donc, je vais définir ça comme J delta joue le même rôle que la masse dans le mouvement de translation. Dans le mouvement de translation, on a 1 demi de M. Dans le mouvement de rotation, on a 1 demi de J delta. Donc, J delta va jouer la même masse que, va jouer le même rôle que la masse pour le mouvement de translation. Définition maintenant. Maintenant, définition. L'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe de moment J delta et de vitesse angulaire oméga est donnée par EC égale 1 demi de J delta oméga carré. Ce qui donne EC égale énergie cinétique en joule. J delta, c'est le moment d'inertie qui s'exprime en kg par mètre carré. V, c'est la vitesse. Oméga, c'est la vitesse. Ici, ils se sont trompés. Ils devraient écrire oméga. Si on s'est trompé, oméga, c'est la vitesse. Oméga, la vitesse angulaire du solide en radians par seconde. Maintenant, ça, ce tableau-là que vous voyez là, ce tableau-là que vous voyez, on ne vous demande pas de parkeriser ça. On ne vous demande pas de parkeriser ça. Pour les élèves de la S1, il y a un théorème qu'on appelle le théorème de Huygens. Après, on va faire ça à part. Ça nous permet de calculer les J delta de certains solides si l'axe de rotation ne passe pas par le centre de symétrie du solide. N'est-ce pas? Alors, le jour où je ferai ça, j'inviterai certains élèves de la S2. Oui? Vous pouvez expliquer pour le moment d'inertie, c'est quoi du solide? Bon, le moment d'inertie, en fait, c'est la masse, c'est la somme des masses multipliées par le truc de rotation. Ce que tu dois comprendre pour l'instant, c'est que le moment d'inertie joue le même rôle que la masse. Ici, le rôle que la masse joue pour un mouvement de translation, ce même rôle-là, c'est ça que le moment d'inertie. C'est juste une répartition. Regarde, il dépend de la répartition de masse de l'axe. Maintenant, l'année prochaine, Inch'Allah, si tu me retrouves en TS1, je vais t'expliquer d'où est-ce que ça vient parce que c'est juste des calculs intégraux. D'accord. Oui. Allô? Alors oui. Maintenant, parce que la répartition de masse ici,
on peut avoir une répartition de masse linéaire, une répartition de masse surfacique, une répartition de masse sphérique, volumique du moins. Et donc, à partir de ça, c'est à partir de là qu'on commence à calculer les moments d'inertie. Maintenant, comme maintenant, il s'agit de calculs un peu complexes, vous, en première, on ne vous demandera pas de calculer ça. On vous dira pour une sphère, son moment d'inertie, c'est 2/5 de m². Pour une tige, dont l'axe de rotation passe par l'extrémité, J delta égale à 1/2 de m². Si pour une tige dont l'axe de rotation passe par le milieu, J delta égale 1/12 de m². Maintenant, regardez maintenant, regardez. Je vais vous expliquer le théorème de Huygens, c'est simple. Ça, c'est le même matériel, non? On a une tige ici, on a une tige ici. On est tous d'accord? Oui. Alors, donc, ce que je vous demande, c'est que la différence, c'est que ici, l'axe de rotation passe par l'extrémité. Ici, l'axe de rotation passe par le milieu. Maintenant, normalement, quel est le point de symétrie d'une tige? C'est le milieu ou c'est l'extrémité? C'est le milieu. C'est Le milieu. C'est le Le milieu. milieu. C'est le milieu. Le milieu. Maintenant, que dit Huygens? Huygens, il dit, Huygens, théorème de Huygens. Parce qu'il faut savoir quoi? Les moments d'inertie usuels là qu'on vous donne, celui-là, les moments d'inertie usuels qu'on vous donne. Ici, quand vous regardez l'axe de symétrie d'une sphère, c'est le milieu. On est tous d'accord? Oui. Donc, l'axe passe par là. Il n'y a pas de souci. Pour un cylindre, le centre de symétrie, c'est le milieu. Ici, vous voyez que l'axe passe ici. Pour un anneau, le centre de symétrie, c'est le milieu. L'axe passe là. Maintenant, ici, pour un disque, le centre de symétrie, c'est le milieu. L'axe passe là. Vous voyez? Donc, tous les moments d'inertie usuels qu'on vous donne, l'axe de rotation passe par le centre de symétrie du solide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'axe de rotation ne passe pas par le centre du solide? C'est-à-dire quoi? Tous les moments d'inertie donnés, l'axe de symétrie, l'axe de rotation passe par le centre de symétrie. Maintenant, si l'axe de rotation ne passe pas par le centre de symétrie du solide, ne passe pas par le centre d'inertie du solide, qu'est-ce que l'on fait? On applique le théorème de Huygens, on écrit Huygens, pour trouver l'axe de symétrie, pour trouver le moment d'inertie. J'écris ici, théorème de Huygens. OK. Donc, Huygens, qu'est-ce qu'il dit? Huygens dit, supposons que l'on ait un solide comme ça. Donc, ici, on a l'axe de symétrie qui est là. Et on a l'axe de rotation delta qui passe par là. Maintenant, si nous voulons chercher le moment d'inertie lorsque la rotation se fait par rapport à un axe delta prime. Donc ici, je vais appeler ça G pour montrer que c'est l'axe de symétrie. Et là, je vais appeler ça I pour montrer que c'est pas l'axe de symétrie. La distance qui sépare les deux points, c'est perpendiculaire ici, c'est perpendiculaire, c'est D. Donc, Huygens dit que le moment d'inertie par rapport à l'axe delta prime
n'est rien d'autre que le moment d'inertie par rapport à l'axe delta plus la masse du solide multipliée par la distance au carré. Et donc, c'est ça qui s'est passé lorsqu'on a une règle. Regardez. Si nous avons une tige application, on va appliquer ça. Application, regardez. Est-ce qu'Amadou Dia est là? Amadou Dia n'est pas là. Ça, c'est le centre. Je l'avais vu. Je l'avais vu Et- tout à l'heure. Ok, c'est bon. Pourtant, il est Donc, dans l'appel. Il est dans l'appel. Oui, on voit son nom. Ok, ok, c'est bon. Donc là, voici, normalement, ça, c'est l'axe de rotation delta. Et donc, quand on regarde notre tableau pour une tige, voici notre tableau. Vous voyez, c'est ça. J delta égale quoi? J delta égale 1/12 de ML carré. On est tous d'accord? Oui ou non, vous êtes d'accord ou pas? Oui, Oui, on est d'accord, on est d'accord. Oui, Voilà. Oui. Donc, J delta, ici, égale à un J delta 12e. égale 1/12 de M, L carré. M, c'est la masse de la tige, et L, c'est cette distance-là. Tout ça, c'est la distance L. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux chercher l'axe de rotation par rapport à ça? Ici, j'appelle ça delta prime. Donc, si je veux calculer ça, si jamais la tige là, elle tournait par rapport à l'axe delta prime et non par rapport à l'axe delta prime. C'est pourquoi dans un exercice, il faut bien lire par où passe l'axe de rotation. Est-ce que l'axe de rotation passe par le centre de symétrie du système ou non? S'il ne passe pas par le centre de symétrie du système, il faudrait calculer le J delta. Donc ici, je vais dire J delta prime. J delta prime n'est rien d'autre que J delta plus la masse fois la distance séparant les deux, c'est L sur 2. Donc plus L sur 2, le tout au carré. Et donc, quand je vais sommer, J delta là, je laisse 1/12, je vais faire 1/12 de M L carré, plus maintenant M L carré sur combien? Sur 4. N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je réduis au dénominateur. Pour réduire au dénominateur, je vais avoir M L carré sur 12 plus 3 M L carré sur 12. Ça me donne 4 M L carré sur 12. Et quand je vais simplifier, je vais avoir J delta prime égale 1 tiers de M L carré. Et donc, regardez ce qui se passe. C'est la même chose que j'ai ici. C'est la même chose. 1 tiers. Vous voyez? Ça y est là, j'ai 1 tiers. Est-ce que vous l'avez vu? oui. C'est bon. Donc, faites Oui. très attention au moment d'inertie. Donc, lorsque on récapitule, lorsque l'énergie est cinétique, récapitulation, synthèse, on va faire une première synthèse. Synthèse 1. Synthèse 1, ça signifie qu'on a deux types de mouvements. On a mouvement de translation. Et on a un mouvement de rotation. Alors, pour un mouvement de translation, l'énergie cinétique, ce n'est rien d'autre que 1/2 de M V carré. Et pour un mouvement de rotation, l'énergie cinétique n'est rien d'autre que 1/2 de J delta oméga carré. Ici, on a une vitesse linéaire. On a une vitesse linéaire. Et là, on a une vitesse angulaire.
C'est bon. J'ai une question. Vas-y, je t'écoute. Ici, C'est qui, Moussa? oui, c'est moi. Oui. Ouais. Ici, pourquoi le moment d'inertie d'un anneau et le moment d'inertie d'un disque ne sont pas Oui, pareils? c'est ça. C'est ça. Un anneau, c'est un disque creux. Ok. Alors que ici, attention, il faut faire très attention. Regarde, si je fais ça, Moussa, Oui. c'est ça le cercle. Mhm. Ce sont ces points-là. Attends, bon. Ce sont ces points-là. Tu es d'accord? Les points qui sont là appartiennent au cercle. Oui. Tu es d'accord? Oui. C'est-à-dire, ils appartiennent à l'anneau. Tu as vu? Oui. Oui. Maintenant, pour le disque, c'est ça, en fait, tout ce qui est là. Ah, Tout ce d'accord. qui est là. Tu es d'accord? Oui, oui. Donc, on peut considérer un disque comme un anneau qui est plein. Ok. Parfois même, on te dit disque plein ou un disque creux. Je peux vous donner après une fiche qui est plus complète. Tu as compris? Oui, oui, j'ai compris. Oui. Ok, Merci. merci beaucoup. C'est bon Aziz, qu'il y a une autre question avant que je corrige l'application. Oui, quoi là? Nazir, Nazir, oui. après ce que vous avez dit concernant le théorème de Hegel, Ouais, le terme de Huygens, oui. donc le moment d'inertie, il dépend de l'axe de rotation, de sa position. Oui, oui, madame, même si vous faites le cours en classe, les moments d'inertie qu'on vous donne, parfois, la plupart du temps, les profs, ils font quoi? Ils impriment cette fiche-là, et ils vous donnent à coller. Ou bien il y a des profs qui vont vous faire dessiner et vous écrire ça. Maintenant, il faut demander à vos profs, est-ce que l'axe est obligé de passer tout le temps par le même point? Si l'axe ne passe pas par ce même point. S'il ne comprend pas, vous dites si l'axe ne passe pas par le centre d'inertie ou bien le centre de gravité du solide. Est-ce qu'on aura les mêmes valeurs du moment d'inertie? Et là, il sera obligé de vous expliquer le théorème de Huygens. Maintenant, bon, je ne sais pas, j'ai entendu dire que c'est maintenant révolu, ça ne fait plus partie du programme, mais bon, bref, moi, je pense qu'il n'y a rien à enlever ici. C'est un simple théorème, il est facile, il n'est pas difficile. C'est bon? D'accord, oui, merci. OK. Qui d'autre a une question? C'est bon, je peux continuer. Donc, je peux corriger l'application 1. Oui. Oui. OK. Donc, sur gars, je vais la corriger là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit, on considère un disque homogène. Hein? C'est ça qu'on a dit. Oui, vous ne lisez pas, on considère un disque homogène de masse M égale 800 grammes, de rayon R égale 30 cm, qui tourne à la fréquence de 100 tours par minute. N'est-ce pas? Donc, son centre d'inertie par rapport à la rotation delta est J delta égale 1 demi de M carré. Déterminer l'énergie cinétique du disque. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il tourne. Quand il tourne, il fait ce qu'on appelle une rotation. Et puis, même qu'on m'a donné J delta, l'énergie cinétique, ce n'est rien d'autre que 1 demi de J delta oméga carré. Or, J delta n'est rien d'autre égal à 1 demi, c'est eux qui m'ont donné ça, M, R carré. C'est un disque homogène. Ça est là, regardez. Quand je regarde, ça est là. Donc, vous n'avez pas besoin de parceriser ça. L'exercice vous donnera tout le temps ça. Maintenant, ceci implique directement que l'énergie cinétique n'est rien d'autre que 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart de M R carré oméga carré. Maintenant, on m'a dit tour par minute. Tour par minute, c'est la fréquence. Donc, quand on vous donne des tours par minute, vous convertissez. Attention, hein, il faut bien veiller à ça. Un tour, c'est 2 pi. Et on sait tous qu'une minute, 60 secondes. c'est 60 secondes. Parce que radian, c'est qui ça? Oméga s'exprime en radian par seconde. Donc, il faut convertir ça, tour minute, en radian par seconde. Pour cela, on multiplie par 2 pi et on divise par 60. N'est-ce pas? Et donc, ce qui m'amène à quoi? À J delta
en faisant l'application numérique, c'est 1/4 par la masse 800 grammes que je convertis en kilogrammes, 0,8, fois R, 30 cm que je convertis en mètres, c'est 0,3 au carré, multiplié maintenant 100 tiers, je le multiplie par 2pi et je divise par 60. À vos calculatrices, j'ai EC égale, bon, ici c'est pas J delta, c'est EC. EC égale, à vos calculatrices s'il vous plaît. Bon, si je vais prendre ma calculatrice. Un sur 50 pi, ou bien? 1 sur 50 pi sensibiliser égale à combien? Pourquoi 1 sur 50 pi? Est-ce que Dieu me connaît? Là-bas, Moi, je c'est calcule. là-bas, C'est c'est quoi? 100 sur à moins. C'est au carré ici. Ah, d'accord. Ah, ok. J'ai pas mis le carré. Ok, moi je pense que j'ai 0 sensiblement égal à 0,22 jours. C'est ça que j'ai, Deux. je pense. Ouais. Bon, c'est ça. Hmm? Oui, c'est ça. Voilà. C'est bon. Quelqu'un a-t-il des questions? Bon, le Aziz, théorème de... Oui, la vitesse angulaire, c'est pas égal à 2pf. la vitesse angulaire, oui, c'est 2πr, mais ici, on m'a donné la fréquence. 2pf. 2πf, oui. Ouais, maintenant, Oui, F, mais c'était... la fréquence, elle doit s'exprimer en Hz. Hein? La fréquence, ici, oméga, Oui. c'est Oui. 2πf. Il y a certains qui disent 2πf, il y a d'autres qui disent 2πn. N'est-ce pas? Oui. Et n ici, ou f, c'est la fréquence. Mais quelle est l'unité de la fréquence? Radian par seconde. Non, Euh, la fréquence. Tour par minute. Hertz. Tour par Minute. minute. Ah, C'est en Hertz. pas Hertz. Ah oui, c'est un C'est Hertz. Hertz, comme ça. C'est en Hertz, Nous, c'est-à-dire dans notre H, cas, on avait mis 2 unités pour la fréquence. HZ. Oui, mais l'unité dans le sens international, c'est HZ, c'est Hertz. Maintenant, quand on donne ça, c'est pas l'appel d'être là de faire 2πn. Convertis tour en radian, minute en seconde, et tu l'as directement en radian par seconde. Tu as compris? Donc là, on a la fréquence. Bon, en fait, on t'a pas exactement ici, on t'a dit la fréquence, mais automatiquement, on t'a donné la vitesse angulaire. C'est eux qui ont dit la fréquence, mais c'est une vitesse angulaire, seulement exprimée en tours par minute. D'accord. Donc, les tours, tu les convertis en 2pi, les minutes, tu les convertis en secondes. Mais normalement, ouais, d'accord. C'est bon? Oui. Ok. Maintenant, l'activité là, je vais la sauter. Hein. C'est juste pour vous permettre d'énoncer le thème de l'initiative. Mais comme je vois que vous vous approchez, on va pouvoir faire l'activité et ensuite essayer de faire l'exercice d'application numéro 1 et l'exercice d'application numéro 2. Donc ici, il reste que le théorème de l'énergie cinétique. Maintenant, il y a d'autres choses qui restent, hein, n'oubliez pas. Les élèves de la S1. Après, je ferai une vidéo sur le théorème de Koini. Peut-être que je peux faire ça même après l'application numéro 2. Et les chocs, les calculs de mouvement, c'est autorisé en S1 mais pas en SD. Les SD, vous le ferez l'année prochaine en terminale. Mais les S1, vous devez le faire. Donc ça aussi, je vous donnerai une vidéo spécialement pour vous. D'accord. Ok. Alors, l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique, dans un référentiel galiléen, bon, un référentiel galiléen, c'est un référentiel où les lois de Newton sont applicables à tout. Parmi les lois de Newton, vous avez la loi 1, principe des actions réciproques, la loi 2, principe fondamental de la dynamique, et la loi 3, j'ai dit quoi? Principe de l'inertie, principe des actions réciproques, et quoi? Principe fondamental de la dynamique. Oui. Donc, inertie, principe fondamental de la dynamique, c'est en terminale.
Pour l'instant, vous avez le principe de l'inertie pour des mouvements uniformes, d'ailleurs. Et vous avez aussi le principe des actions réciproques que vous avez appris en classe de seconde, troisième, je pense. Donc là, dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique delta de EC. Donc, n'oubliez pas, je vous avais expliqué ça en classe, en physique. Partout où on parle de variation, on utilise le signe delta. Partout où on parle de variation, on utilise le signe delta. Donc, variation de vitesse, on écrit delta de V. Variation de hauteur, on écrit delta de H. Variation de travail, on écrit delta de W. Donc, variation d'énergie, on va faire delta de EC. Donc, la variation d'énergie, maintenant, la variation, c'est l'énergie en un point, ou bien l'énergie en un instant T, moins l'énergie en un instant final. Final, moins initial. L'énergie en un instant final, moins l'énergie en un instant initial. Donc, ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est pourquoi je disais tout à l'heure à la fille qui me demandait quelle est la différence entre énergie cinétique et travail. Je dis que c'est juste une transformation. L'énergie cinétique, le travail, c'est une transformation d'énergie et vice-versa. L'énergie cinétique est transformée en travail ou le travail est transformé en énergie cinétique. Donc ici, d'un solide en translation ou en rotation autour d'un axe fixe entre deux instants T1 et T2 est égal à la somme algébrique. Donc, somme algébrique des travaux. Somme algébrique, ça signifie qu'elle peut être négative, des travaux de toutes les forces extérieures appliquées au solide entre ces deux instants T1 et T2. Et si je me rappelle bien, vers le mois d'août, vers le mois de septembre, on avait révisé les notions de force extérieure et de force intérieure, et je vous ai dit que une force extérieure, c'est une force dont la cause ne fait pas partie de notre système. Et une force intérieure, c'est une force dont la cause fait partie de notre système. Donc, tout repose sur le choix du système que vous allez prendre. Maintenant, ça, qu'est-ce qu'elle écrit ici? Que la variation delta de EC, c'est EC à l'instant T2 moins EC à l'instant T1, c'est-à-dire EC à l'instant final, moins EC à l'instant initial, égale la somme des travaux des forces extérieures. Et rappelez-vous, je vous le disais lorsqu'on faisait travail et puissance, je vous disais que si vous ne maîtrisez pas, si vous ne savez pas calculer le poids d'une force quelconque pour un déplacement quelconque, vous allez pas vous en sortir en énergie cinétique. Donc, ce qui fait que donc delta de EC pour le mouvement de translation. Si c'est un mouvement de translation, voici l'expression de l'énergie cinétique, du travail de l'énergie. La variation de l'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv2 carré moins 1 demi de mv1 carré, qui est égal à somme des travaux des forces extérieures. Somme des travaux des forces extérieures. Ça, c'est là. Maintenant, si c'est un mouvement de rotation, c'est W des travaux des forces extérieures. Maintenant, n'oubliez pas la façon dont on calcule le travail, une force appliquée à un solide en rotation. C'est le moment qu'il faudrait utiliser. C'est bon, les gars? Oui. Donc, on peut faire l'exercice d'application numéro 1. D'accord. OK. Oui. What is this? Qu'est-ce que je fais comme ça? Oh, voilà. Je pense que c'est ça. Good. Donc, voilà. Voilà, ça va. Alors, donc, ici, un solide de masse M égale 60 grammes glisse sur un plan incliné d'angle alpha égale 15 degrés par rapport au plan. N'est-ce pas? Horizontal. Le solide est lâché en point A, sa vitesse initiale. Donc, supposons que ici, c'est le point A. Supposons que ici, c'est le point A. Et supposons que ici, c'est le point B. Donc, les forces qui s'exercent sur ce solide-là, il y a le poids P. Ouais. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose sur les forces de frottement? Oui, il y a des forces de frottement. Oui. Voici les forces de frottement. Voici la réaction normale au plan incliné. Donc, qu'est-ce qu'on m'a demandé?
On dit le solide S est lâché au point A sans vitesse initiale. Ensuite, après un parcours AB égale à 100 mètres, sa vitesse est VB égale 45 km. On donne G égale calculer la force de flottement, sachant que elle reste constante. Le solide S poursuit son mouvement sur le plan horizontal BC. Calculer la distance parcourue par le solide. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais d'abord, bon, système, il faut choisir un système solide. Alors, le référentiel serait supposé galiléen. Le bilan des forces extérieures. Ici, nous avons le poids P, la réaction normale Rn, les forces de flottement F. Good. Donc ici, qu'est-ce qu'on me demande de chercher? Donc ici, moi, je vais appliquer d'après le TEC, le théorème de l'énergie cinétique. On peut abrévier. Voilà. Bon, je ne vous conseille pas, moi, pour gagner du temps. Mais vous pouvez écrire pour un début le théorème. Regardez ce que j'ai écrit. Les erreurs de terminale là vont me tuer, quoi. J'ai écrit TCI alors que c'est TEC. Bon, je vous conseille en début d'exercice, écrivez d'après le théorème de l'énergie cinétique et vous faites entre parenthèses TEC. Comme ça, maintenant, là, vous avez défini que partout où vous avez TEC, c'était le théorème de l'énergie cinétique. Donc, d'après le théorème de l'énergie cinétique, on a delta de EC. Ce n'est rien d'autre que le travail au point A, au point B, moins le travail au point A, l'énergie cinétique au point A, qui est égal à la somme des travaux, c'est-à-dire le travail de P, plus travail de Rn, Plus travail de... plus travail. Et donc, or, ici, je vais avoir donc 1 demi de M VB carré moins 1 demi, c'est un mouvement de translation, 1 demi de M VA carré égale travail de P, c'est MG, ça descend, le travail est positif, MGH AB, plus travail de Rn qui est égal à 0, moins travail de F, c'est F fois AB. Oui. Puisque BA égale 0, on a donc on a 1 demi de M VB carré qui est égal à MG AB, c'est MG AB sinus de alpha 1, c'est ça, non? Moins F fois AB. On est tous d'accord? Oui. Donc, je vais avoir MVB carré sur AB égale à MG sinus alpha moins F fois AB, c'est moins F. C'est pas deux facteurs, ou bien? 1, 2, ici, il y a 2 AB. Merci beaucoup. Donc, je vais avoir F égale, c'est MG sinus alpha moins MVB carré sur 2 AB. Et donc, j'encadre. Vous voyez comment le théorème de l'énergie cinétique est. Maintenant, vous vous rappelez en travail et puissance. Si la vitesse en A était égale à la vitesse en B, qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie cinétique en A et B? Sont égaux. Donc, ECB moins ECA, ECB moins ECA égale combien? 0.
Et donc, on va dire que la somme des travaux des forces extérieures est égale à combien? 0. Ce qui nous amène à notre fameux théorème qu'on utilisait souvent en travail puissant. Vous vous rappelez ce théorème-là? Oui. Voilà, et c'est de là que ça vient. OK. Et donc, là, je pense que j'avais déjà fait l'application numérique. Donc, je pense que si on fait l'application numérique, on va avoir F égale 142 newtons. Après, vous allez vérifier ça. Si vous vérifiez ça, vous me dites si c'est une erreur ou vous dites que j'ai fait une erreur. C'est bon. Ensuite, maintenant, la deuxième question, elle nous dit, le solide S poursuit son mouvement sur le plan. Le solide S poursuit son mouvement sur le plan horizontal BC. Calculez la distance parcourue par le solide sur le plan horizontal avant de s'arrêter. Alors, donc ici, je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique ici. Deuxièmement, encore même chose. Deuxièmement, appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Alors, entre B et C. Entre B et C. Point. Donc, si on applique le théorème de l'énergie cinétique entre B et C, donc il s'arrête en C. Donc, on va avoir ce final. 1 demi de MVC carré moins 1 demi de MVB carré. Ce n'est rien d'autre que MGHBC moins F fois BC. Ou bien, on doit faire entre A et C. Bon, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la distance parcourue. Alors, le solide S poursuit son mouvement sur le plan horizontal. BC est horizontal, hein? N'est-ce pas? Or, BC est horizontal. Si BC est horizontal, la hauteur BC est égale à combien? 0. 0, très bien. BC est horizontal. Et donc, HBC égale à 0. Donc, ce qui fait que, et il s'arrête en C. Donc, l'élicitique élément, c'est comment? Il s'arrête en BC. L'élicitique est là-bas. Et comment là-bas? Il est nul. Il est nul. Elle est nulle. Voilà. Il s'arrête en BC. Donc, BC égale 0, puisqu'il s'arrête là-bas. Et 1 demi de MVC égale 0. De ce fait, je vais avoir donc moins, c'est ça seulement que 1 demi de M VB carré égale à moins F fois B C. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc BC égale à la fraction combien? M VB carré sur 2 F 50. Voilà. Si je fais les applications numériques, je pense que j'avais déjà fait ça aussi. Moi, j'ai BC égale. Après, vous allez vérifier ce calcul-là. Donc, j'ai BC égale à combien? 33 mètres. C'est bon. Oui. C'est bon. Oui. OK. On fait l'application numéro 2 ou bien on s'arrête là? On s'arrête là. Je vous laisse faire l'application numéro 2. On corrigera ça en ligne. À qui? En cours. Ou bien je le corrige?
On fait ça. Laissez-nous faire ça. Je vous laisse faire ça. Allez-y, faites ça donc. C'est bon? Alice, Oui. si on avait pris la distance AC, J'ai pas compris. si on avait pris la distance AC, J'ai pas. si on avait pris la distance AC, Mais après, tu vas faire AC. La distance, c'est la distance BC qu'on t'a demandé. ok, Après, tu on vas va faire enlever. AC moins AB. Rek. C'est bon? Oui. C'est bon pour tout le monde? Hein? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mais ça, vous enregistrez. Oui.